Bruno Gollnisch. Merci Madame la Présidente. Je représente une sensibilité injustement stigmatisée, pour reprendre les termes de notre rapporteur, comme populiste, complotiste, et quant à mon niveau d'éducation, j'admets volontiers qu'il est médiocre. Mais surtout que je voudrais dire, c'est que j'espère que notre rapporteur va s'intéresser aux fausses informations d'origine étatique. Et je ne pense pas à des États prétendus autoritaires ou autres, mais à une grande démocratie dont j'ai pendant longtemps soutenu la politique. Je veux parler, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, celui des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois au cours du siècle écoulé, et les 6 fois à partir de fausses informations, des fausses informations d'État. Qui n'ont toujours pas, d'ailleurs, trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine, dans laquelle on a prétendu faussement que les Espagnols avaient fait exploser le cuirassé Maine, ce qui a servi de prétexte au déclenchement de cette opération. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours, mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités, précisément, soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la Première Guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage, qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït, et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication, parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement, et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Deuxième Guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale. Et je conclurai, Madame la Présidente, pour ne pas être trop long, quand même par un dernier épisode qui, à mon sens, aurait dû faire la une des manchettes de nos journaux. Nous avons récemment, le gouvernement français récemment a déclenché des hostilités, des tirs de missiles, d'ailleurs de façon techniquement inadéquate, mais enfin, ce n'est pas le sujet, contre la malheureuse et exsangue Syrie, au motif que le gouvernement de Bachar el-Assad, on ne voit pas pourquoi, qui était vainqueur sur le terrain, aurait soudainement décidé d'utiliser des armes chimiques, ce que l'on a présenté comme la fameuse ligne rouge à ne pas franchir. Chers collègues, là, on dévie un peu de notre sujet. Non, non, mais il s'agit... Non, non, mais c'est très... On est en plein dans le sujet, excusez-moi, Madame la Présidente, et je termine là-dessus. Il se trouve qu'il y a quelques jours, à La Haye, une délégation, c'est vrai, russe, de l'organisation, mais qui est une composante légitime de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a présenté à la presse internationale l'enfant sur lequel le monde entier s'était apitoyé dans la vidéo que nous avons tous vue et qui a servi de prétexte à ce déclenchement. Cet enfant a dit, mais il n'y avait pas d'armes chimiques. Les djihadistes sont venus nous dire qu'il fallait d'urgence aller à l'hôpital. On nous a aspergé d'eau froide, on suffoquait un peu, etc. Je ne sais pas
de quel côté se trouve la fake news. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'enquête là-dessus. Ce que je constate enfin, ce sera vraiment mon dernier mot, Madame la Présidente, c'est qu'il y a deux personnes qui peuvent parfaitement nous renseigner sur les vraies nouvelles. Ces deux personnes sont Julian Assange et Edward Snowden, à qui on aurait dû, évidemment, en Europe, accorder l'asile politique. L'un est toujours reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, et l'autre n'a trouvé d'asile qu'à Moscou. Je considère que c'est une honte pour l'Europe, c'est une honte pour mes collègues du Parlement européen, c'est une honte pour la Commission, c'est une honte pour le Conseil. Et avant que l'on parle de fake news qui circulent sur Internet, j'aimerais bien que l'on donne la parole à ces deux réfugiés politiques authentiques. Merci beaucoup. Le rapporteur. Merci pour ces questions et ces observations et les commentaires qui ont été les vôtres. Vous vous êtes trouvé bien modeste en disant que vous n'aviez une culture modeste. Vous nous aviez fait un long exposé qui, s'il est erroné à certains égards, démontre que vous avez une culture certaine sur certains sujets. Ce qui est évident, c'est que la lutte contre les fausses informations d'origine gouvernementale est extrêmement importante. Et elle doit être au cœur de la réponse que nous devons apporter, que ce soit au niveau national ou européen. Et vous prenez un biais qui est le biais qui est le vôtre, qui s'attache à revenir sur un certain nombre de faits historiques qui ont été, dans la plupart des cas, l'approche qui est la vôtre est complètement erronée, mais je vous rappelle qu'il y a des outils aujourd'hui européens, notamment la East Stratcom Task Force, qui, elle, a vocation à lutter contre les fausses informations gouvernementales. Donc c'est déjà quelque chose qui existe. Ensuite, pour revenir aux questions sur le fond de mes collègues, sur la proposition de mettre en place un label européen. Ça existe déjà dans un certain nombre d'États membres. En France, il y a déjà une initiative comme celle-ci qui a été lancée par les grands quotidiens nationaux, en particulier Le Monde, qui vise à mettre en place un protocole qui définit, qui se base sur plusieurs critères: la transparence, l'indépendance éditoriale et la méthode journalistique. Et donc, on pourrait très bien imaginer avoir la même chose au niveau européen, et c'est ce que propose d'ailleurs Reporters sans frontières avec la Journalism Trust Initiative, qui permet d'avoir ce label et cette méthodologie commune qui permettent d'identifier ce qui pourrait être qualifié d'informations sérieuses en fonction des critères que je vous ai énoncés, c'est-à-dire la transparence, l'indépendance éditoriale et la méthode journalistique. En ce qui concerne le soutien à la presse, l'aide financière à la transition du format papier vers le format numérique, il existe déjà un certain nombre d'initiatives européennes. Dans le projet Europe créative, il existe un certain nombre de financements qui aident à la transition du passage du format papier au format numérique et qui respectent toutes les règles, notamment soutien ou de concurrence, nécessaires. Et donc, moi, je crois que c'est important de pouvoir le soutenir. Mais je voudrais ponctuer cette intervention en disant qu'il peut y avoir, d'un côté, le pluralisme des opinions, des courants de pensée, mais un même fait peut donner lieu à différentes interprétations, des lectures opposées, et ça, c'est toute la richesse du débat démocratique. Mais il y a aussi, de l'autre côté, les fausses informations, c'est-à-dire celles qui présentent comme des faits avérés des choses qui ne sont pas la réalité, ou qui ne sont jamais arrivées, ou qui ne se sont pas du tout passées comme elles ont pu être racontées. Et je crois que le développement qui a été le vôtre tombe dans la seconde catégorie. Excusez-moi, vous dites que mon point de vue était erroné. Les faits que j'ai cités, est-ce que vous les contestez? Sur quelle base est-ce que vous les contestez? La première des choses, c'est qu'on ne va pas commencer à s'interpeller les uns les autres en dehors de toute prise de parole donnée ou pas donnée. Moi, ce que je constate simplement, c'est que les développements qui sont les vôtres appartiennent à une interprétation qui est la vôtre et qui vous appartient, mais que je ne partage pas, qui a été validée
par le courant de pensée qui est le vôtre et qui a été réfuté par d'autres appréciations. Et donc chacun peut avoir le point de vue qui est le sien. Je respecte le vôtre, mais ce n'est pas le mien. J'estime que le développement qui était le vôtre n'était pas correct, et c'est la réponse que j'ai à vous apporter. Après, libre à vous, dans cette commission, d'exprimer les points de vue qui sont les vôtres, et c'est la liberté, c'est votre liberté de parlementaire européen de l'exprimer. C'est aussi ma liberté de parlementaire de dire que je ne la partage pas.